je trouve que ça fait partie de cette musique, ça, le fait que tu montes sur scène et, et tu ne sais pas forcément tout ce qui va se passer. Mm. Et donc, Ouais. dans le cadre de l'ONJ, après, tu as pensé les choses différemment ou tu es resté sur cette. Non, j'aurais aimé rester sur cette optique-là, mais en un an, c'était pas. T'avais Il pas aurait le temps fallu plus, il eût fallu plus de temps. ouais, pour mettre en place des modes de jeu. Oui, pour que tout le monde comprenne dans l'orchestre, tu vois, je veux dire, s'implique là-dedans, etc. Ouais. Donc, tu as été obligé. Parce que moi, c'est une chose qui m'a toujours surpris, c'est que, bon, tu montes un big band, peu importe le style, là, tu montes ton big band. Tu prends, tu essayes de prendre les meilleurs musiciens que tu peux trouver dans les sax, les cuivres, les machins, la rythmique, tu essayes d'avoir le meilleur truc. Et, et tu prends les meilleurs musiciens. Et en même temps, tu leur demandes quelque chose qui les implique à 10% de ce qu'ils savent faire Ouais, quand ils sont libres et en petite formation, etc. ouais, c'est ça. Et ça m'a toujours gêné un peu. Donc, ce qui m'a toujours intéressé dans cette conception de Big Band, c'est que les musiciens qui en font partie soient beaucoup plus impliqués dans le résultat global et final. Mm. Et ça prend plus Qu'ils de puissent temps. avoir des initiatives, quelles qu'elles soient. Mm. Est-ce que c'est un mode d'organisation politique? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ou que tu appliques à d'autres sphères que celle musicale? Je sais pas, en termes d'agencement politique, de rassemblement de Ouais, non, personnes, ça peut se répercuter un peu partout, ça, oui. Bien sûr, oui. Et en même temps aussi dans l'histoire du big band, euh, on a beaucoup de big band dont les rôles sont très, très déterminés. Oui, Le big band de Duke, il y a, chacun sait la carte qu'il doit euh, jouer. c'était plus subtil que ça, on avait l'air. Celui de Bézi était plus libre que celui d'Ellington, de ce point de vue-là. Mais de ce point de vue-là, le plus beau que j'ai vu, c'est celui de Gil Evans. Parce que je suis allé plusieurs fois l'écouter quand il joue au Sweet Basil le lundi soir, là. Et c'était formidable, parce que je me souviens, on parlait tout à l'heure de Vendredi 13, Friday the 13, qui fait 4 mesures. Et je me souviens d'une fois, ils l'ont joué au Sweet Basil, mais ça a duré 3 quarts d'heure. Alors qu'il n'y a rien à jouer dans ce morceau. En plus, la grille, elle est 3 fois rien. Une fois que tu as joué Sol, toujours Fa, la La, bémol, descente. Ré, bon, qu'est-ce que tu Mhm. fais? Eh ben, ça passait partout, ça passait à 3 4 tu te retrouvais les mecs qui se retrouvaient à jouer en solo, tous absolu, pendant X temps. Quand le lieu Soloff lançait un riff, bon, mais c'était toujours vendredi 13, hein, Mhm. mais ça c'était formidable. Oui, ça. Et Guy Lévance, lui, il était content. Il avait son Fender, c'est tout petit, hein, celui de Bézil, hein, donc ils étaient tous comme ça. Il avait son Fender avec plein de partoches dessus. Le morceau se finissait, Gil il se levait, il cherchait dans ses partoches un morceau à jouer. Pendant ce temps-là, en général, c'est Liu Solov. Il faisait partir un morceau, lui, et Gil il se rasseyait content. Ça, j'adore la direction d'orchestre comme ça. Ben oui, il n'y a rien à faire avec un orchestre, tu vois, qui fonctionne et dont tout le monde sait pourquoi et comment il est là. Ben, il faut le laisser vivre. Mhm. Le laisser vivre et il vivra. Et alors après l'ONJ, donc 86, où tu te retrouves alors, il y a peut-être À la Réunion. à La Réunion pendant ces 4 ans, et tu reviens de La Réunion aussi parce qu'Henri Forest te propose un autre contrat. Ah ouais, l'histoire d'Arifo, ça remonte plus haut, ça faut remonter en 83. Hein. Et Henri, on s'était croisés, et d'ailleurs c'est chez lui que j'ai rencontré Moutal pour la première fois. Enfin, c'est une autre histoire ça. Et donc, Henri me dit, ah oui, ouais, c'est inadmissible. Tu vois, c'est après 81, l'arrivée de la gauche, Ouais, etc. Donc, je absolument. pensais qu'il allait se passer plein de choses. 83, donc il faut qu'il y ait du jazz au CNSM, quoi. Je veux dire, donc il faudrait, ouais, ça t'ennuie de faire un projet là-dessus? Je lui dis, bon, bah ouais, je vais voir, oui, je vais faire ça.
Donc j'ai fait un projet, je ne sais pas combien de pages, super projet, je vous le conseille. Bah, je veux bien qu'on publie, Ah si oui. tu nous le donnes. On peut le mettre sur Absolument. le site de la DHT. Ah oui, Ça peut être un truc Si. intéressant. Lisez mon bouquin, j'en parle beaucoup. Donc. très bien. Parfait. Et donc on est allé voir le directeur du CNSM de l'époque, qui devait être Gallois-Montbrun, Ah, possible, oui. Ouais. Oui. qui nous a reçus fort gentiment. Il nous a invités à déjeuner à la cafétéria, super. Mais il nous a dit, eh ben non, là c'est pas possible, il n'y aura plus de place, il faut attendre, il va se construire un conservatoire à la porte de Pantin, il Voilà. faut attendre des jours meilleurs. Donc ça c'était en 83, donc on a attendu des jours meilleurs, jusqu'au moment où en 90, Henri m'a dit, ça y est, on le fait. Donc d'ailleurs, voilà, on le fait. Ça n'a pas été si simple. Parce que l'institution est bien gentille en général, mais elle veut faire des trucs. Mais elle ne te donne pas les moyens de le faire. Il était question de faire un département de jazz au CNSM, mais il n'était pas question de donner un centime de plus pour le réaliser. Ouais, Donc je me suis retrouvé tout seul au début. en 90. Ouais. Avec. Avec 50 mecs devant. Ah. Tous des abrutis, là, qui venaient du classique, qui pigeaient rien du tout. Donc tu avais plutôt des ateliers d'improvisation. Bah, j'ai essayé de faire j'ai fait un atelier, un cours d'histoire du jazz, j'ai essayé de faire tout, j'ai voulu monter un big band, donc j'ai failli perdre ma place. Tu connais l'histoire, hein? Vas-y, J'en connais des bouts. Non, Parce parce qu'il y a eu que... un article, Les clandestins de la Villette. Les clandestins de la ville. Tu te souviens de ce truc? Ouais. Non, donc c'était Gallois-Montbrun 83. Comment il s'appelle celui qui était en 90? Est-ce que c'est d'Arras? Non, avant d'Arras. Avant d'Arras? Qui est prof d'analyse, etc. Louvier. Louvier, moi, je devais commencer en septembre. Lui, il finissait en septembre, Louvier. Donc, tu vois, il n'avait rien à faire de ça. Il est arrivé Xavier d'Arras, charmant, mais lui non plus, il n'en avait rien à faire du tout. Et, je ne sais pas si on peut dire heureusement ou pas, il est mort au bout d'un an. C'est atroce. Mais c'est des fois, ça nous a rendu service, c'est triste à dire, parce qu'après est arrivé, parce que Darras lui voulait que ça reste confiné dans le conservatoire. Il n'était pas question de faire un concours d'entrée vers l'extérieur. Ah oui, d'accord. C'était réservé aux oui. étudiants du CNSM, déjà. Ce qui ne correspondait pas du tout au projet. Je comprends. Et donc tu as monté un big band. Donc, attends, il y a eu cet article. Donc moi j'ai voulu monter ce big band, donc il manquait des gens, donc j'ai fait appel à des gens de l'extérieur pour renforcer le big band. Et Pascal Anctil a eu la très bonne idée de faire paraître dans le Nouvel Observateur un article intitulé « Les clandestins de la Villette ». Et là j'étais convoqué chez le directeur, et là j'ai senti le boulet passer la vue. C'était drôle, c'était vraiment c'était dans un tribunal, hein. C'était terrible. Parce que tu avais fait venir des gens de l'extérieur? Parce que j'avais pas le droit, j'étais tenu au droit de réserve, monsieur. Ah, c'est à cause de l'article? Ouais. Ah oui, d'accord. Et je n'avais pas à divulguer à l'extérieur ce qui se passait dans les murs. D'accord. Le fameux droit de réserve. Ouais. Devoir. Oui, Devoir de réserve. Ouais. Et ça, c'était en 91, 92? C'est en 90, 11. Ouais, dès le début, quoi. Ouais. La première année, quoi. Donc j'étais tout seul. Après, pour avoir fait engager d'autres profs, il a fallu ramer. Ça, c'est fortement aidé par Marc-Olivier Dupin et je ne sais plus comment elle s'appelait, celle qui s'occupait des ressources humaines d'un conservatoire à l'époque. Dame formidable, formidable. Et donc les profs, tous les uns après les autres, le premier c'était Hervé Célin, après il y a eu JF, après il y a eu Daniel Humer. Non. Le troisième, c'était François Théberge. Ah oui, exact, oui. Mais chaque fois, ils étaient pas engagés en tant que prof, ils étaient engagés en tant qu'assistants.
pas tu vois, Mhm. c'est pas les mêmes conditions, etc. Et Ouais. pour pouvoir qu'ils aient un statut normal de professeur, je veux dire, il fallait ramer à chaque fois, il fallait ramer. Ouais, des années. Mais en même temps, une fois qu'ils étaient dans la place, ils la conservaient et c'était. Ah ben oui, Ouais. oui. Oh, il y a une garantie de l'emploi au CNSM. Hein. Donc c'est au fur et à mesure des recrutements que tu as pu monter la classe Qui correspondait plus au projet au projet initial. initial. Voilà. Ouais. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'idée c'était de faire éclore chez les élèves leur personnalité. Ben, mon idée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Au CNSM, c'est un conservatoire national supérieur. Donc ça va être des gens déjà qui ont recruté des gens qui jouent bien, Mhm. tu vois, dans le meilleur niveau possible, dès le recrutement. Absolument. Oui. Et donc après, bon, ils savent déjà faire plein de trucs, donc on va pas faire une école de jazz. Mon, mon idée, c'était de faire tout le contraire d'une école de jazz. Mm. Donc ça impliquait plusieurs choses, à mon avis. C'était de jamais être trop nombreux. Et là aussi, il y avait une question de moyens, parce que on pouvait pas avoir des profs d'instruments, des profs, tout ça. On n'était que 5 profs, en fait. Mm. Et donc, de prendre des gens qui soient déjà d'un très haut niveau et d'essayer de leur... Parce que ça, pour moi, ça fait partie, c'est même le noyau de cette musique, c'est-à-dire développer ta personnalité. Pas le choix. Et donc pas être très nombreux, de faire en sorte que toutes les promos se mélangent, Ouais. de ne pas avoir heureusement ça Marc-Olivier Dupin, il a laissé une liberté complète là-dessus, de ne pas avoir un cursus, dire on va faire ci la première année, puis après on va faire ça la deuxième, la troisième, non, il n'y avait rien. Bon, il fallait quand même un squelette, bon, tu vois, il fallait 3 ans d'études, il fallait un Ouais. examen d'entrée, un concours de sortie, bon ça tu peux pas... oui, d'accord. Mais Ouais. le reste, dedans, il n'y avait rien. Ce que j'ai lu sur le site Hommage à Jean-François Jenny Clark, où effectivement tu dis que, en tout cas toi et Jean-François, vous étiez le moins interventionniste possible, vous laissiez les choses faire. Ben oui, oui, oui. Et, Ben, Daniel aussi, il était comme ça. ouais. Ouais. Mais bon, la pédagogie, tout le monde sait, c'est pas une science exacte. Donc c'est pas comme une réaction chimique. Je veux dire, tu sais pas parce que tu dis ça à quelqu'un à un tel moment précis que ça va déclencher ce que tu espères. Ça ne passe pas comme ça. Et j'aime bien une phrase chinoise que j'utilise de temps en temps qui dit: si vous ne comprenez pas mes silences, comment espérez-vous pouvoir comprendre mes paroles? Et ça, c'est très beau. Ah ouais, je me souviens parce que je sais pas si c'est toi, je sais plus qui me disait ça l'autre jour, un ancien étudiant. Oui, mais des fois on jouait puis tu disais rien. Ben oui, je disais rien, mais en même temps, vous êtes grand, je veux dire, vous savez bien, vous devez bien, c'est à vous de vous rendre compte de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et moi, je me suis complètement reconnu dans une phrase que tu dis à propos de Jean-François. Tu disais, Jean-François disait très peu de choses, mais quand il disait quelque chose, les étudiants s'en souvenaient 10, 20, 30 ans après. Et Ouais, moi, je me suis, ouais. j'ai pareil, j'ai des, Ouais. phrases comme ça qui me restent Mais juste. moi, ça me fait plaisir quand ça arrive de temps en temps que quelqu'un vient me voir et dit: ah oui, un jour tu m'as dit ça, etc. Ouais. Et oui, bah, bon, ça n'a pas été totalement inutile, quoi. Plutôt que de savoir ce qu'il y a dans Sol bémol 13e avec la quinte diminuée, tu vois. Je dis, oui, c'est utile, mais des choses plus utiles que ça en même temps. De fait, enfin moi en tout cas, je l'ai aussi appris avec François, avec Hervé, Oui, qui avait un contenu théorique fort Ouais. aussi. Ouais. Donc, bon, je pense que ça n'a pas trop mal marché, le CNSM. Enfin, quand j'y étais, après, je... Enfin, je parle pas de vous, là, hein. Non plus. Mais moi, c'était un truc au CNSM, j'étais souvent
c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour les big bands, où tu vois, tu peux te dire, au bout d'un temps, tu fatigues parce que c'est toujours pareil. Moi, j'avoue qu'au CSM, j'y allais toujours avec plaisir parce que je savais jamais ce qui allait s'y passer. Bah, j'exagère, mais Oui, tu oui, vois, non, je mais oui. sais jamais complètement ce qui allait se passer. C'est pas comme si tu vas faire ton cours et que tu sais que ça va être là, et puis l'année suivante, à la même date, tu feras la même chose. Non, c'est pas intéressant. Hmm. Donc c'est pour ça que j'étais. Ouais, je serais bien resté plus longtemps. Ouais.